Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio, avec le fondateur de Radio IMO qui se recoiffe, qui se fait beau pour l'antenne. Bonjour à vous Sylvain, à nouveau. Pour vous, mon cher Jean-Marie. Bonjour, ne demandez pas tant, mais écoutez, faites ce que vous voulez, écoutez, tant que ça vous fait plaisir. Au programme aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des annonces immobilières et comment décrypter finalement, avec la multiplicité de l'offre, les bonnes annonces immobilières. C'est ce que nous ferons avec notre grand invité, Laurent Radix, le président de Paru Vendu. Et bien évidemment, on fera le tour de France de l'immobilier et on répondra, comme d'habitude, Jean-Marie, avec ça vous concerne, les experts, les auditeurs posent leurs questions. Exactement, au 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos messages cette semaine. Mais avant ça, on commence comme chaque semaine avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous, ma chère Bérénice. Bonjour, mon très cher Jean-Marie. Mais bonjour à vous. Sylvain. On commence par les infos de la semaine à retenir, Sylvain. Absolument. Bonjour Bérénice. On va commencer avec les infos avec un projet de loi qui fait grincer des dents, notamment sur le développement de l'offre de logements abordables. Alors, il s'agit du projet de loi portant sur le logement et plus précisément relatif, vous l'avez dit, au développement de l'offre de logements abordables qui a été présenté hier, donc vendredi 3 mai, en Conseil des ministres. Alors, avant de vous expliquer pourquoi il fait grincer des dents, la gauche et les principales associations de locataires de logements sociaux, je vais vous rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement et vous expliquer donc ce qu'il y a dedans. Alors, pour vous expliquer le contexte. En France, nous sommes en pleine crise du logement, donc crise historique. Il n'y a pas assez de logements pour tous les Français. Si rien n'est mis en place immédiatement, ça va vraiment s'aggraver car cette demande de logement ne cesse de croître, puisque la population française augmente de plus en plus et les Français sont de moins en moins nombreux dans chaque logement. Il y a beaucoup de séparations, etc. Donc ça, c'est pour que vous compreniez pourquoi ça augmente. Et de l'autre côté, la construction neuve est quasiment à l'arrêt, c'est-à-dire qu'en France, il n'y a plus de nouveaux logements qui sont livrés, quasiment plus. Là encore, plusieurs raisons. Le foncier coûte cher, les matières premières également. Les Français ont beaucoup de mal à obtenir un crédit immobilier pour acheter un logement neuf. Donc, d'un point de vue global, on peut dire que devenir propriétaire est devenu compliqué en France. Donc, les Français restent locataires, ce qui intensifie la tension sur le marché de la location. Beaucoup de Français veulent rester locataires. Donc, tension qui s'aggrave également pour le logement social. Il y aurait 2 600 000 ménages qui seraient en attente. Il est donc urgent de débloquer la situation. C'est pourquoi le gouvernement, Gabriel Attal en particulier, a décidé de faire le logement une de ses priorités, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et dans la même lignée, le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, veut créer un choc d'offres pour faire face à cette crise. C'est pourquoi il propose entre autres une réforme en profondeur du logement social qui fait partie donc de ce projet de loi où vivent 10 millions de personnes en France quand même, d'où ce projet de loi donc présenté hier. Absolument, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure avec la Fondation Abbé Pierre. Un vrai sujet, est-ce que c'est une chasse aux pauvres ? Enfin, concrètement, qu'y a-t-il dans ce projet de loi si on veut entrer dans le détail ? Alors, concrètement, le texte prévoit notamment d'intégrer les logements intermédiaires dans le calcul des quotas des logements sociaux pour les communes, de donner plus de pouvoir aux élus, aux maires, pour attribuer les logements sociaux neufs et de durcir les règles pour les locataires les plus aisés. Et sur ce dernier point, on va se concentrer là-dessus. Guillaume Kasbarian a d'ailleurs tweeté hier, enfin je sais pas si on dit tweeté parce que c'est devenu X, a Xé hier, si votre situation a évolué, que vous gagnez mieux votre vie ou que vous avez hérité d'un bien équivalent, il est normal que vous laissiez votre place à ceux qui en ont le plus besoin. Ouais, tout le monde dehors, quoi. Alors, ça, c'est justement, le texte. Le nombre de ces personnes justement nombreuses, qui sont de plus en plus nombreuses, est-ce que le ministre a bien calibré son discours ? Alors, selon le ministre, il y a 8% des locataires qui vivent en HLM qui ont des revenus trop élevés. Alors 8%, c'est quand même pas mal parce qu'il y a 10 millions, je vous l'ai dit, donc ça fait quand même 800 000 personnes. Donc, pour inciter à quitter les lieux, le projet de loi prévoit d'abaisser les seuils à partir desquels les locataires doivent payer un supplément de loyer. Et pour commencer, les personnes qui gagnent trop pour vivre en HLM devront payer un surloyer si elles dépassent plus de 20% le plafond pendant 2 années de suite. Et si, elles dépassent le plafond pendant 2 années de suite de 20%, là, le bailleur leur demandera de quitter le logement et elles auront 18 mois. Donc, les locataires aussi qui sont propriétaires d'un logement qui correspond à leurs besoins ou qui peut apporter des revenus leur permettant de se loger dans le privé pourront également voir leur bail prendre fin. Parce qu'il y a des locataires qui sont locataires Bien HLM sûr. et qui ont des maisons Des à côté, résidences secondaires. des résidences secondaires. Alors, vous le disiez tout à l'heure, donc ça ne passe pas à gauche et aux principales associations locataires de logements sociaux. On peut le comprendre et d'ailleurs, ça s'apparente même à ce qu'on pourrait appeler une chasse aux pauvres.
Alors, on peut le comprendre, mais on peut comprendre aussi le ministre Kasbarian qui dit qu'il faut, que c'est une justice sociale, que les plus aisés n'ont pas à rester dans les HLM, que c'est vraiment pour les. Oui, mais sont-ils réellement dans les HLM? Alors, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, je crois que vous avez eu tout à l'heure, a dit clairement, ce texte est une chasse aux pauvres. Christophe Robert, le directeur général de cette fondation, a dit oui, mais pour aller où? Parce que les gens vont devoir quitter ce logement. Le logement à vie, ça n'a jamais existé. Voilà. Alors, là, c'est ce que disent les experts. Le logement social à vie n'a pas existé. Enfin, c'est ce que dit la gauche et les fondations Abbé Pierre. C'est pas ce que disent certains experts. En fait, la loi, elle prévoit déjà de faire partir les locataires qui ont des revenus assez élevés. Mais sauf que la loi n'est pas appliquée. Et il faut quand même le dire, les experts le disent, ça arrange aussi les bailleurs sociaux parce que quand on a des bons revenus, forcément, on paye son loyer. On n'en sort jamais. Oui. Exactement. Donc, l'objectif de ce texte, c'est vraiment d'imposer aux bailleurs sociaux une vérification et de mettre fin au bail si il y a des revenus trop élevés. Encore une fois, ça met en relief l'incurie de la politique du logement. Alors justement, on va terminer avec une info, c'est l'habitude du journal chaque semaine, avec une info, une belle demeure à vendre. Le seul problème, c'est que les propriétaires sont introuvables depuis plusieurs années. Oui, alors en fait, c'est une maison qui est à vendre. Les propriétaires, on ne les trouve pas. Il faut savoir que c'est des étrangers qui sont propriétaires de ces maisons et ça fait 4 ans, ils ont divorcé et 4 ans qu'ils sont entre eux. Alors est-ce que le divorce s'est mal passé? Bonne question. Vous les connaissez, Jean-Marie? Je sais pas, je connais pas beaucoup de divorces qui se passent bien, ceci dit. Oui, si, ça peut arriver. Elle vaut 18 000 euros. 18 000 euros. Heureux, oui, très bien. 18 000, attendez, on parle d'une maison qui vaut 18 000 euros, c'est-à-dire le prix d'une voiture à peu près, et pas très cher. Et elle est comment cette maison? Elle est magnifique. Enfin, c'est une demeure de caractère, parce que c'est un espèce de grand manoir. On est où? On est en Corrèze, à Trégnac. C'est un petit village, donc une grosse maison bourgeoise d'ailleurs. C'est ce que dit Et c'est la municipalité qui l'a récupérée, comme les propriétaires. Il y a eu une bataille juridique quand même. Sauf que donc elle a été achevée en 1902. C'est une vieille bâtisse, donc forcément, comme depuis 2011, personne ne l'occupe. Il y a des travaux. Donc c'est 18 000 euros le prix d'achat. Oui, vous pouvez vous acheter une maison bourgeoise en Corrèze pour 18 000 euros. Tiens, c'est une annonce qu'on aurait pu trouver sur Paru Vendu, pourquoi pas? Pourquoi? On va en parler avec notre invité, justement, qui est le patron de Paru Vendu, parce qu'on parle de ces annonces. Elles sont pas toutes insolites, les annonces, justement, immobilières. Quelles sont celles qu'il faut regarder? Quelles sont les bonnes annonces et quelles sont les mauvaises annonces? C'est au programme, notamment dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Comment reconnaître une bonne annonce immobilière? C'est notamment de ça qu'on parle avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Absolument. Bonjour Laurent Radix. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de Paru Vendu. Vous êtes président de paruvendu.fr, un site d'annonces immobilières qui n'est pas que annonces immobilières. Vous vendez de tout sur Paru Vendu. On en parlera dans quelques instants. Vous retrouvez en particulier des annonces automobiles, des annonces d'emploi, de vacances. Bref, est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'outsider vis-à-vis du Bon Coin, par exemple? On était là avant le Bon Coin. D'accord. Donc, on a été le premier site de petite annonce et on est aujourd'hui le deuxième site de petite annonce en France avec un peu plus de 2 millions d'annonces. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'immobilier, de la voiture d'occasion, de l'emploi, des chats, des chiens, des objets d'occasion, de la décoration. On trouve de tout chez Paru Vendu. Alors justement, votre position, là on va en parler dans quelques instants, du site d'annonce, vous amène à rencontrer beaucoup d'annonces immobilières dans tous les territoires. Si je vous demandais du point de vue média, vous, sur les clients que vous avez, agences immobilières, mais aussi, je ne sais pas si les particuliers peuvent aussi déposer leurs annonces. Également. Quel ressenti vous avez aujourd'hui sur le marché? Je vous donne juste un exemple par comparaison. On avait fait une étude sur le portail d'annonces immobilières bien ici, qui avait recensé au mois de septembre 2023 moins 49% d'annonces pour la location, par exemple. Est-ce que vous, de votre point de vue aussi, vous avez les mêmes types de chiffres? Là aujourd'hui, le nombre d'annonces ne fait que progresser sur Paru Vendu parce que les biens se vendent de moins en moins vite. Donc le stock augmente de plus en plus. À la vente. À la vente. La location, ça baisse très rapidement. Mais non, ça stagne. Mais sur effectivement les transactions, le nombre d'annonces ne cesse d'augmenter parce que les biens, comme on le disait, ont de plus en plus de mal à se vendre. Lié à cette tension du marché. Moi, j'appelle pas ça une crise, du coup, parce que c'est une petite tension du marché après une vingtaine d'années de progression assez constante, assez importante. Voilà. Pour vous, c'est pas une crise Non, moi, c'est pas une crise. C'est une tension. Tous les secteurs d'activité professionnels
après 20 ans de croissance soutenue, hein, là on dit quoi? C'est sur la transaction, je parle pas de la promotion immobilière, hein, qui est vraiment dans le dur, et à mon avis qui sera dans le dur jusqu'à 2027, mais sur la transaction, on est à moins 20. J'ai pas passé une crise. La crise, c'est le Covid. On a passé le Covid, on a l'impression que la Terre allait s'arrêter de tourner. L'immobilier après Covid n'a jamais été aussi fort. Donc là, on est un peu en tension. Ça va marcher, on est dans une économie de marché. Donc ça va s'autoréguler entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, est-ce que, par exemple, les conditions d'octroi des crédits par les banques, ça a été aussi un des éléments qui a ralenti le marché? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui fait que peut-être que vous pouvez l'identifier dans les recherches des personnes qui viennent sur Paris Vendu, sur justement un changement d'usage et le fait qu'aujourd'hui, les Français ont dégringolé en termes de pouvoir d'achat et n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété? Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Les taux de crédit, globalement, c'est quoi? On dit aujourd'hui, on empruntait à 4. Il y a 2 ans, on empruntait à 1. Il y a 10 ans, on empruntait à 4. Il y a 20 ans, on empruntait à 6 ou 7. Donc, les taux de crédit, ça va se réguler. Et moi, je pense que ça ne va pas baisser. Pour vous, ça ne baissera pas. Donc, pas de baisse de prix constatée? Mais la baisse de prix ne va pas se faire. Vous, on va vous dire, vendez votre maison pour faire repartir un marché. Ça n'existe pas. Les seuls gens qui vont baisser leur prix aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'obligation de le faire. Mutation, changement de situation familiale. Les autres ne vont pas le faire. Donc le marché va se réguler. Ça va être 3 mois, ça va être 6 mois, ça va être 8 mois. Personne ne le sait. Pour la simple et bonne raison, c'est que personne n'a vu la crise immobilière arriver. Et moi, je dis aux gens, globalement, vous empruntez à 4, mais achetez quand même. Vous irez renégocier votre taux avec votre banquier dans 1 an, dans 2 ans. Parce que pour vous, on va reconnaître une période de taux très bas? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. Je ne suis que Paris Vendu. Alors, vous dites donc le marché fait moins 20. Il fait un peu plus le marché en termes de transactions, mais certes, et vous dites finalement c'est un cycle de marché, donc c'est pas forcément une crise. Alors, c'est quoi les opportunités en ce moment? Si je vous demandais par exemple comment vous imagineriez les opportunités à la fois pour les professionnels, les auditeurs, les usagers, tous ceux qui aujourd'hui sont sur leur parcours résidentiel. Pour les professionnels, je pense que là c'est le moment de se replier sur 2 choses, se revenir sur des basiques, revenir sur la valeur humaine, interne et externe, c'est-à-dire sur les collaborateurs. Quand on est en phase de succès, on les oublie souvent. Mais toutes les valeurs importantes, les valeurs ajoutées de l'entreprise, c'est l'humain. Donc je pense que là, c'est la période où il faut se recentrer sur la valeur humaine, que ça soit en interne, effectivement, comme je l'ai dit, mais aussi dans la relation de ses clients, parce qu'on les a un peu oubliés quand ça va vite. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc notamment les acquéreurs, par exemple. Oui, voilà. Son réseau, il faut le retravailler, il faut accompagner un peu plus, etc. Et puis en externe, sur les acquéreurs, il va y avoir des opportunités. Malheureusement, comme les gens vont être obligés de vivre et de vendre assez rapidement, et si en plus vous n'avez pas de conditions suspensives, pas d'obtention de prêt, vous allez pouvoir négocier des baisses de prix assez fortes et assez rapidement. Donc il va y avoir des opportunités dans les deux. Et pour revenir sur les professionnels, l'humain, effectivement, mais il faut qu'il se penche aussi sur l'IA, parce que tout le monde en parle. Mais il faut l'intégrer là, donc c'est le moment de réfléchir. Parce que ça va toucher tout le monde et ça va changer toutes les entreprises très rapidement, je pense, et l'immobilier particulièrement. Alors pour vous aussi, vous pensez que l'intelligence artificielle va se substituer à l'humain, ou alors vous pensez qu'à un moment donné, ça ne peut être qu'un outil ou... Moi, l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme autour de tout cela? Moi, je vais pas faire un Elon Musk, Je vais pas dire ça va être une catastrophe, mais ça me fait assez peur parce que je pense que ça va détruire de la valeur ajoutée dans les entreprises humaines. Ça sera remplacé par d'autres emplois, etc. D'ailleurs, moi, je pense qu'on sera sur une semaine de 4 jours de travail, voire 3 jours dans les quelques années qui arrivent, à cause de l'IA. Mais ça, c'est un débat qui est particulier. Mais l'IA, oui. Nous, on s'en sert sur Paris Vendu. Nous, on a toujours été les premiers en innovation parce que sinon, on n'a pas le choix. On ne se bat contre des très gros. On est obligé d'être en premier. L'IA, sur les services de petite annonce, ça sert à quoi? Nous, ce qu'on fait, ce qu'on va mettre en place dans 15 jours, c'est en proto chez nous, c'est qu'on va faire un IA Netflix. Aujourd'hui, Netflix, quand les films ne sont plus assez consultés, ils changent les images. Oui, sûr. Première de jaquette. Bien sûr. Nous, on va le faire, l'IA. Avec les annonces. Chez Paris Vendu, va les piocher dans les photos des agences immobilières, va sélectionner ce qui est le plus vu, le plus apprécié sur Internet, va prendre la photo et va la pusher sur la une. Ça évitera à tous les agents immobiliers qui changent de temps en temps leurs photos de le faire. Donc c'est l'IA au service des agents immobiliers pour qu'ils vendent le plus vite possible. Ok, ça va upgrader la qualité finalement. Oui, mais il faut s'en servir. Alors justement, c'est intéressant parce que vous me permettez cette transition. Quand on est un site d'annonce immobilière comme le vôtre, mais pas que, bien évidemment, quelles actions on peut mettre en place justement pour les acquéreurs et les vendeurs et les professionnels de l'immobilier? Effectivement,
le marché est très compliqué en ce moment, mais est-ce que vous avez, vous, les moyens, en tant que portail d'annonces immobilières, d'influer et d'avoir des... Alors, vous avez évoqué effectivement l'intelligence artificielle. Y a-t-il d'autres pistes à développer pour rendre un peu plus attractif la recherche immobilière? Oui, nous, on n'a pas. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'obligation pour Paris Vendu, de faire en sorte que les agences vendent le plus vite possible en diffusant des annonces sur Paris Vendu. On a parlé de l'IA, on a été les premiers, et ça se renforce aujourd'hui, à diffuser automatiquement toutes les annonces qui sont diffusées sur notre site de manière automatique sur tous les réseaux sociaux, parce que ça prenait du temps aux agents immobiliers. Donc on diffuse sur Insta, sur Facebook de manière automatique. Et la dernière version de l'IA qui va sortir, nous, en septembre, c'est qu'on va prendre les photos des agences immobilières, on va créer des vidéos avec l'IA générative, qui est magique, hein. Ça c'est vraiment magique, et qui va créer des vidéos avec des effets de lumière, des effets de zoom, qui va sélectionner les meilleures photos, qui va sélectionner les meilleurs textes, qui vont permettre à ce que toutes les annonces soient mieux référencées sur le site et en général sur le web, et qui va créer des vidéos qui vont pouvoir eux aussi diffuser sur Facebook, Instagram et TikTok, parce que c'est quand même l'endroit de la vidéo. Donc finalement, si je vous écoute, l'IA effectivement va optimiser la recherche ou upgrader la recherche immobilière et permettre finalement d'avoir un service plus accru pour les clients, pour les usagers. C'est bien le sens. Nous, Luptic, on ne se sert que de ça pour faire en sorte que pour les professionnels, ils vendent plus vite, et que pour les particuliers qui cherchent à se loger, ça soit plus intuitif et qu'ils aient le maximum d'informations de manière plus légère et plus rapide. Alors vous êtes un spécialiste finalement de l'intermédiation, vous êtes donc un média important, ça existe depuis les années 2000, hein, je crois, Paris Vendu. Ouais, même un petit peu avant. Un petit peu avant, vous l'avez relancé en 2012, me semble-t-il. C'est bien ça. Quand vous faites aujourd'hui, sur les 15 dernières années, un petit peu avec le recul, avec la croissance incroyable et la réussite fulgurante de Se Loger et du Bon Coin... Et de Paris Vendu. Et de Paris Vendu, mais pas que. Il y a aussi Bien Ici qui a fait une performance absolument au-delà de toute espérance. Mais vous qui faites partie finalement de cette mouvance, vous faites quoi comme calcul? Vous dites, aujourd'hui il n'y a plus photo, 95 je crois, ou 96% des recherches immobilières passent par vos sites. Les sites et les applications sont devenus totalement incontournables. Donc voilà, ça c'était la grande migration de ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on va d'abord sur un site internet avant d'aller en agence. Les particuliers qui cherchent des biens consultent en général entre 4 et 5 sites immobiliers. Donc voilà. Ça, ils y restent combien de temps en moyenne? Ils y restent entre 5 et 6 minutes. Après, vous avez tout un système d'alerting qui permet qu'ils sont pas obligés d'y retourner et qu'on les push sur leur recherche. Mais ça, c'est la grande leçon de ces 10 dernières années. Les sites sont incontournables. Il nous reste un peu moins d'une minute. Les conseils, le bon conseil pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour faire une bonne recherche et trouver le bien de ses rêves. Alors déjà, vous venez sur Paris Vendu en premier, c'est la première chose. On vient de lancer notre dernière application, la nouvelle application, donc je vous encourage à la télécharger dès maintenant. Et moi, j'ai surtout un conseil à donner aux particuliers, c'est n'attendez pas, achetez maintenant. L'immobilier, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire sur toute votre vie. Les taux d'intérêt, ils vont peut-être pas baisser, mais vous irez les renégocier. Donc achetez, n'attendez pas. Merci beaucoup Laurent Radix, je rappelle que vous êtes le président de Paris Vendu. Et puis restez avec nous, on continue à parler logement sur Sud Radio jusqu'à 10h. Dans un instant, 0826 300 300, les questions que nos auditeurs nous ont posées sur le répondeur de Sud Radio, on va y répondre avec Bérénice de Villefloriot et ses spécialistes. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. On parle logement comme tous les samedis jusqu'à 10h sur Sud Radio et on en parle avec vous d'ailleurs au 0826 300 300. Sylvain. Oui, absolument. Avec Bérénice de Villefloriot, on s'est intéressé à un phénomène qui est le squat et on nous a laissé d'ailleurs un message sur les problématiques de squat et on a la chance puisque je crois qu'on a l'avocat spécialiste en France de ce type de sujet. Et oui, tout à fait. On a notre avocat préféré, maître Romain Rossilandi. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous avez entendu Sylvain. En fait, on a eu pas mal de messages. Alors, on n'en a pas eu qu'un seul. On a eu pas mal de messages sur le squat. On sent une petite peur de ce côté-là. Hein. C'est vrai que voilà, ça peut faire peur. S'il y a des cas de squat, après, ça reste quand même assez exceptionnel. Vous allez nous le confirmer. Mais voilà. Imaginons que je suis propriétaire d'un appartement et que voilà, il est squatté ou d'une maison. Quelles sont les premières démarches à effectuer? Et est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est le squat, la définition du squat?
Oui, alors merci, parce qu'effectivement, moi j'entends souvent des erreurs de la part de chez vous, hein, bien sûr, parce que vous êtes des journalistes très sérieux. Et bien, évidemment. Vous le savez, qui confondent squat et occupation illicite. Le squatteur, c'est vraiment la personne qui rentre chez vous par effraction, qui change les serrures et qui s'installe. Voilà, c'est pas le locataire qui se maintient sans payer son loyer ou qui se maintient après son congé. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première précision. Donc il faut rentrer par effraction. Voilà, ça c'est vraiment la base et c'est très important parce que si vous avez effectivement affaire à un squatteur, vous pouvez bénéficier d'une procédure accélérée qui vous évite la procédure judiciaire qui dure 18 mois en moyenne. Donc ça vous permet effectivement d'aller devant le préfet et non pas devant le juge. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir si on a bien affaire à des squatteurs et non pas un locataire ou un occupant illicite. Et alors, il y a une petite vidéo là qui fait un peu le buzz sur YouTube, on voit en fait deux individus échanger. Donc il y a un policier, quelqu'un qui appelle du coup ce policier et qui dit il y a des gens qui ont fracturé ma porte, qui se sont installés chez moi. Et le policier lui dit oui, mais le problème c'est que ils ont changé les serrures. Oui, ils ont changé les serrures. Ils sont chez eux selon la loi. Ils sont chez eux. Alors c'est un peu peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est ce qui est dit dans cette vidéo qui fait le buzz sur YouTube, qui est un site assez sérieux. Alors, maître, je voudrais compléter justement, quelqu'un qui procéderait à une ouverture par effraction en changeant les serrures, changerait carrément. C'est-à-dire que c'est un délit de rentrer par effraction. Et si je change la serrure, du coup, je suis chez moi, quoi. Il n'y a pas un non-sens, là, quelque part? Au bout d'un certain temps. Alors c'est vrai, j'ai vu la vidéo, effectivement, on a beaucoup circulé. Alors c'est caricatural, mais pas tant que ça, parce que 9 fois sur 10, malheureusement, quand vous êtes victime de squat, vous allez porter plainte. Les gendarmes ou les policiers vont vous dire, non, on bouge pas, nous, on peut pas, c'est trop compliqué. Ils ont même peur d'être poursuivis eux-mêmes pour violation de domicile. Le problème, c'est l'élection de domicile, c'est que ils changent les serrures, ils s'installent, il prend un contrat EDF, et puis donc là, il a élu domicile chez vous. C'est ça le problème. Alors, mais on rentre par effraction. On change les serrures. On a la preuve de ça. Et d'un délit, ça devient une confirmation de domicile. Mais on marche sur la tête, là. Alors, le législateur est intervenu. Vous savez, il y a eu la loi anti-squat. Exactement, l'année dernière. Il a créé un nouveau texte, c'est 315.1 du Code pénal, qui distingue à la fois l'introduction par effraction dans les lieux. Donc ça, c'est une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et le fait de se maintenir dans les lieux, ça pour le coup c'est une infraction continue qui se renouvelle chaque jour, c'est également 2 ans et 30 000 € d'amende. C'est-à-dire que ça se cumule. Si vous êtes coupable d'introduction et de maintien, ça peut être jusqu'à 4 ans et 60 000 € d'amende. Donc ça c'est plutôt un progrès. Mais les policiers et les gendarmes ne comprennent pas que comme c'est une infraction continue, ils peuvent intervenir au-delà du fameux délai de flagrance de 48 heures. C'est ça le fond du problème, c'est qu'ils vous disent non, ça fait plus de 48 heures, on ne bouge pas. Non, c'est pas vrai. Parce que l'infraction se renouvelle tous les jours puisque c'est une infraction continue. Mais au-delà de 48 heures, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il faut faire appel, c'est ce que je disais, au préfet. Alors donc là, les réflexes à avoir. Vous apportez la preuve de votre titre de propriété. Vous allez à la gendarmerie avec votre acte de vente. Deuxièmement, vous portez plainte pour violation de domicile. Parce que ça reste la violation de domicile qui est la plainte idoine à poser, si vous voulez. Et ensuite, il faut faire constater l'occupation illicite, alors soit par un commissaire de justice, un huissier, soit par l'OPJ, mais lui il se déplace jamais, soit par le maire, s'il veut bien se déplacer. Si vous remplissez ces 3 conditions, vous faites une requête au préfet, vous lui demandez moi j'ai besoin du concours de la force publique parce que j'ai des squatteurs chez moi. Et là, normalement, le préfet a l'obligation de vous l'accorder. J'ai combien de temps pour faire ça, pour faire ces démarches, avant qu'il soit trop tard et que la procédure me prenne des mois et des mois ? Normalement, il n'y a pas de temps. Moi, j'ai fait des dossiers comme ça, avec 18 mois. Après 18 mois d'occupation, j'ai réussi à obtenir le concours de la force publique. Ça fait 1 an et demi, quand même. Oui, c'est vrai que c'est un peu... J'ai même eu un dossier la semaine dernière, ça fait 10 ans qu'il est squatté, mon client. Alors, maître... C'est invraisemblable, mais on va essayer quand même. On va essayer. Alors, effectivement, le préfet risque de pas bouger, parce qu'il va dire, attendez, là, ça fait trop long. Donc là, il faudra aller, à mon avis, devant le juge. Maître Rossilandi, vous nous aviez donné un conseil il y a quelques semaines, quelques mois, où le fait de passer par le préfet, c'est que s'il ne prend pas la démarche, c'est eux qui payent. Alors oui, c'est pas tout à fait vrai pour le squat, c'est vrai, vous avez raison, mais quand vous avez obtenu une décision judiciaire, donc une décision du juge qui ordonne l'expulsion, et que là, l'État refuse d'exercer le concours de la force publique, parce que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. Donc là, oui, effectivement, et vous faites bien de le rappeler, il faut le faire,
il faut déposer un recours indemnitaire parce que vous n'avez pas le concours de la force publique. Oui. Et ça marche dans 100% des cas. L'État va vous indemniser, mais bon, va vous payer les indemnités d'occupation et surtout, vous allez obtenir beaucoup plus rapidement que les autres le concours de la force publique que vous attendez depuis plusieurs années. Mais depuis plusieurs années, ce qui est quand même pas engageant malgré tout. Merci beaucoup, maître Romain Rossi-Landy, et à bientôt sur Sud Radio. Vous nous rappellerez, quand vous aurez réussi à déloger des squatteurs. Pourquoi pas? Je pense que vous y arriverez un jour. Merci à vous, Bérénice de Villefloriot. Tout de suite, le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO. Le Tour de France, des biens à acheter. On commence par un bien en viager avec Grégoire Darico. Bonjour à vous, Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bien proposé par notre partenaire Viagimo, Sylvain. Absolument. Direction, on va dans la Somme, dans la baie de Somme. Très jolie région. Oui, tout à fait, Sylvain. Nous allons donc en Hauts-de-France. Nous sommes à mi-chemin entre Abbeville et Amiens. Bienvenue à Flixecourt, une commune de 3245 habitants, qui est une ville-rue, c'est-à-dire que les habitations sont regroupées en ligne le long d'une rue unique. C'est le cas de beaucoup de villages, d'ailleurs aussi. J'ai découvert ce principe en faisant mes recherches. Au moins, on peut se dire que c'est pratique pour le facteur. Notre bien est une maison indépendante avec des dépendances et située sur un joli terrain de 500 mètres carrés. Une maison de 5 pièces et 105 mètres carrés qui comprend au rez-de-chaussée une entrée, un salon séjour, une grande cuisine aménagée, une salle d'eau et à l'étage 2 chambres, un WC et un grand dégagement. Dans la dépendance que j'évoquais un peu plus tôt, vous trouvez une remise, un atelier et un garage. Cette maison, elle est mitoyenne de la maison principale. Cette dépendance, elle est mitoyenne de la maison principale. Et vous avez également une terrasse et un petit chalet qui permet de profiter du jardin. Alors, quelles sont les conditions de ce viager, Grégoire? Alors, ici, nous avons un bien qui est proposé en viager, occupé, assorti d'un droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 72 ans et d'une femme de 70 ans. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 26 000 € et une rente viagère mensuelle de 203 €. Une belle opportunité encore et je vous conseille de foncer. Contactez sans plus attendre l'agence Viagimo d'Amiens ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr. Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, on continue le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO. Toujours avec vous, Sylvain? Absolument, et on va, comme chaque semaine, avec la rédaction, on a eu des coups de cœur. Et on va rester dans le Nord, si vous voulez bien. Pour ce deuxième bien, on va remonter à quelques kilomètres encore. On n'est pas loin de un certain lieu où est né Charles de Gaulle. Oui, Sylvain, je voulais vous faire plaisir, vous qui êtes gaulliste convaincu. Voilà, donc direction une ville qui a vu apparaître... Je le revendique. Oui, une ville qui a aussi vu apparaître le premier métro automatique au monde. Une ville donc dans laquelle est né un certain Charles de Gaulle, grand amateur de gaufres lilloises de la pâtisserie Meert. Oui, donc bienvenue à Lille, les amis. Voilà, on a vu par contre. Je croyais que c'était dans l'Est, mais non. On était bien à Lille. Tout à fait. Notre bien est un appartement de 47 mètres carrés environ, situé au premier étage d'une résidence sécurisée et récente. Un bel appartement lumineux pour un cadre de vie agréable et fonctionnel. Il comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte, équipée, une chambre avec armoire, dressing et une salle de bain. Petit plus non négligeable, une loggia de 6 mètres carrés pour se détendre en plein air. Il y a en plus aussi un parking en sous-sol sécurisé avec un local vélo fermé. Et notre appartement, il est idéalement situé à proximité des commerces et à moins de 5 minutes de l'autoroute. Un bien très sympa que l'on peut retrouver sur paruvendu.fr. Se détendre en plein air, c'est bien. Mais alors, je rappelle qu'on est dans le Nord. L'avantage de la loggia, c'est qu'elle est couverte. C'est surtout pratique dans le Nord. Exactement. C'est important de le rappeler. Exactement. Et on y a accès pour combien? Alors, un bien qui est disponible donc sur paruvendu.fr au tarif de 140 000 €. Voilà. Alors, on va le financer avec 20% d'apport. Voilà, 20% d'apport, 28 000 € et un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous avez des mensualités qui sont estimées à 591 €. Faut pas hésiter. Voilà. Pas hésiter. On n'hésite jamais. Allez, en un mot, un dernier bien, en quelques mots, c'est Grégoire Darico. On va aller dans le Val-de-Loire. Dans le Val-de-Loire, dans la ville qui fut la capitale du vinaigre français. Normalement, Sylvain, vous vous en souvenez car on avait vu ça ensemble dans une émission. On est à Orléans, en plein cœur du quartier Saint-Marc. Un bien assez rare, une maison de 3 pièces, 73,5 mètres carrés. Une maison là aussi idéalement située dans un quartier très vivant mais calme à la fois, à proximité des commodités. Une maison qui est proposée au tarif de 199 810 € par Century 21, donc avec 20% d'apport, 39 962 €, emprunt sur 25 ans à 4%, mensualité à 877 €. Voilà, Jean-Marie. Très sympathique, Orléans, évidemment, la capitale du Loiret. Merci à vous et merci à vous tous sur Sud Radio. On vous retrouve samedi prochain à nouveau pour parler logement. D'ailleurs, Sylvain, d'ici là, cette émission est à retrouver en podcast sur sudradio.fr, sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube de Sud Radio et aussi elle sera rediffusée à partir de midi mardi prochain sur Radio Imo. Merci beaucoup Sylvain. Merci Jean-Marie. Et puis à samedi prochain. Sud Radio, Parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.